Bonjour Hélène. Bonjour Nari-Kali. Alors, on va commencer cette revue de presse avec les réactions face à la menace de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'OTAN. Je bombarderai l'Iran jusqu'à le renvoyer à l'âge de pierre et je vais peut-être quitter l'OTAN. Voilà pour la déclaration choc. Une de plus ce matin à la une du Independent avec, on le voit, le président des États-Unis et son épouse. C'était mardi soir au Kennedy Center de Washington sous les huées et les acclamations. Une fois de plus, même photo, mais pas tout à fait les mêmes mots à la une du Guardian ce matin qui annonce que le président Trump envisage absolument de sortir les États-Unis de l'OTAN. Alors un peu beaucoup passionnément, pas du tout. Qu'en est-il vraiment ? D'après Politico, Trump menace de quitter l'OTAN à cause de l'Iran, mais rien n'indique pour l'instant que cela se produise. Le site américain relève que malgré toutes les menaces et la colère du président Trump, sa rhétorique n'a jusqu'à présent été suivie d'aucune action concrète. L'idée, en tout cas, ne semble pas convaincre outre-Atlantique, y compris dans le camp conservateur. Le Wall Street Journal estime que bombarder l'Iran, ça, d'accord, mais que faire sauter l'OTAN, alors, ce serait le comble de la folie et que cela profiterait à Moscou, Téhéran et Pékin. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, et ça c'est le Financial Times qui le rapporte, c'est que le président des États-Unis continue à essayer de tordre le bras de ses alliés européens et les menace de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine s'il refuse de s'engager dans une coalition pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Rien ne va plus donc entre Donald Trump et l'OTAN, et même chose entre la France et Israël. Le Figaro note que la tiédeur du soutien français à l'intervention israélo-américaine agace les Américains, mais également les responsables israéliens qui ont annoncé mettre fin à toute coopération de défense avec la France. Une décision jugée avant tout symbolique, parce que la France ne vend que des composants à l'État hébreu, mais qui laisse en tout cas entendre que Paris ne compte plus parmi les alliés de Tel Aviv, selon le Figaro. Depuis la reconnaissance de la Palestine par Paris en septembre dernier, les liens avec Israël se sont tendus, et c'est ce que confirme Le Monde, qui fait état des tentatives de Paris pour tenter malgré tout de préserver le dialogue, notamment l'appel du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, à la démission de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU qui a été parmi les premières à dénoncer un possible génocide à Gaza. Mais ces efforts se sont avérés vains, voire contre-productif, c'est l'avis en tout cas d'Eli Barnavi, il est historien, il a été ambassadeur d'Israël à Paris et il dénonce la mollesse de la diplomatie française et européenne, se faire cracher au visage et s'essuyer en disant « c'est la pluie » ne mène à rien. On va s'intéresser à un chiffre à présent, Hélène, celui de l'ONG Oxfam sur le montant des sommes échappant à l'impôt à travers donc le monde, un chiffre de 3 550 milliards de dollars. Ce chiffre vertigineux est relayé, vous le voyez notamment par le Guardian, 3 550 milliards de dollars, c'est 3% du PIB mondial, et ça signifie qu'un petit groupe de super riches qui détient ces actifs non imposés possède à lui seul l'équivalent de la moitié, de la richesse totale de la moitié de la population mondiale, la partie la plus pauvre de la population mondiale. Ces inégalités abyssales, comme souvent, relancent les appels à la taxation des plus riches, appels relayés aux États-Unis par Bernie Sanders, l'ancien candidat à la présidentielle, propose un impôt sur la fortune de 5% pour les 938 milliardaires américains dont fait partie Elon Musk. Selon Bernie Sanders, cette taxe permettrait de récolter 4 400 milliards d'euros par an, sur 10 ans, et c'est une somme qui serait indispensable pour les finances publiques. Une somme aussi qui pourrait être utile pour la recherche, et certaines découvertes, Hélène, sont étonnantes. Dans Libération, cette expérimentation à Saclay, sur le plateau de Saclay, c'est en banlieue parisienne, une ferme utilise l'urine humaine comme fertilisant. Alors la solution, paraît-il, est encore balbutiante, mais son intérêt est de taille, puisqu'elle permettrait de réduire considérablement la dépendance aux hydrocarbures du Moyen-Orient. D'après le chercheur Fabien Esculier, non seulement les engrais de synthèse n'ont jamais été nécessaires, mais l'explosion actuelle de leur prix à cause de la guerre montre qu'il est plus que temps de recycler les urines, mais aussi les matières fécales humaines. À ce propos, je vous recommande aussi le
passionnant reportage du Guardian sur le guano des chauves-souris du Mozambique. C'est pointu de ce pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète, malgré ses abondantes ressources naturelles en diamants et en gaz notamment. La récolte de ses excréments, riche en azote, phosphore et potassium, est l'un des moyens les plus fiables pour les populations locales de gagner leur vie. Elles vendent ce guano comme engrais pour les champs de sorgho, de haricots et de maïs. Des chauves-souris, on passe au poisson d'avril, une tradition, Hélène, que vous avez évoquée hier. Et parce que vous le valez bien, je vais partager avec vous le florilège de France Info sur les meilleures blagounettes de ce 1er avril. Il y en a beaucoup, mais pour rester dans cette veine animalière, je vous propose la petite plaisanterie de la police et de la gendarmerie de Seine-Maritime qui ont décidé de lancer une brigade féline, une brigade de chats. Avantage, une observation discrète, une capacité d'intervention silencieuse. Dans le rôle de la première recrue de cette brigade féline, un certain Taser, c'est charmant comme surnom. Le premier chat opérationnel anti-stup, un fin limier sans doute. Merci à